Alors, nous passons donc à Madame Losberg. Madame Losberg. Merci. Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil des femmes francophones de Belgique est une coupole d'associations féministes. Nous n'avons pas été rétribués pour participer aux travaux et nous tenons donc à remercier le Parlement d'avoir souhaité nous entendre pour vous renvoyer la parole des femmes qui sont les premières concernées par les infractions sexuelles de toute nature. Si la loi doit être formulée de façon neutre afin de ne pas créer de discrimination, elle doit aussi rencontrer son objectif, ici, lutter contre les violences sexuelles. Et pour remédier à ce fléau en expansion, la loi doit être inscrite en tenant compte que ces infractions sexuelles sont commises d'abord et surtout sur des femmes, sur des filles et sur des enfants. Une approche dite genrée du droit devrait être un impératif, car le droit participe lui aussi à sa manière et historiquement, à la perpétuation de comportements de domination, de contrainte que le Code pénal doit sanctionner. Si le projet du législateur doit s'inscrire dans la ligne d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes, comme le prévoit la Constitution, il doit aussi contribuer à remplir ce devoir premier de l'État, garantir l'intégrité physique et psychique des citoyens et des citoyennes. Tout citoyen doit être protégé et défendu. Mais en ce qui concerne les infractions sexuelles, selon une étude récente d'Amnesty International et de SOS Viol, une femme sur 5 en Belgique déclare avoir subi un viol. C'est pourquoi il est essentiel, en 2021, de placer au centre du débat le vécu de ces femmes et des filles de toute tranche d'âge et de tout milieu social. Il y a bien sûr les conséquences directes que ces agressions peuvent avoir sur elles, mais les violences sexuelles ont aussi un impact considérable sur les familles et sur la société en général. C'est donc une question sociétale majeure que le Parlement est amené à envisager actuellement. Dans le temps qui nous est imparti, le Conseil des femmes souhaite contribuer au débat sur 3 points précis: les infractions sexuelles, la prostitution et la nécessité de l'approche genrée dans les modalités d'application de cette réforme du Code pénal. Concernant les infractions sexuelles, nous nous réjouissons que le projet de loi prévoit plusieurs avancées, notamment en ce qui concerne la définition du consentement, dans une approche positive, une approche nouvelle qui pourrait donner plus de place à la parole des victimes, aux circonstances et à la temporalité des faits tels que vécus par les personnes impliquées dans l'agression. Nous sommes également satisfaites par l'inscription de la notion d'inceste dans le Code pénal, une revendication de longue date du Conseil des femmes. Si cela ne règle pas le problème de l'inceste, la loi contribuera ici à l'évolution des mentalités face à ce tabou dévastateur dont la détection précoce reste absolument lacunaire dans notre pays, malgré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le Conseil des femmes souhaite cependant attirer l'attention des parlementaires sur certains éléments plus discutables du texte dans la partie agression sexuelle. Pour revenir à la notion de consentement, la notion de contrainte, pourtant présente dans l'article 375 du Code pénal actuel concernant le viol, n'est pas reprise dans le texte tel qu'en l'état. Cette suppression de la notion de contrainte n'est pas justifiée par l'exposé des motifs et pourtant ce n'est pas anodin, car celle-ci a un gros avantage. La notion de contrainte est par nature très large, comme l'a voulu le législateur dans les définitions même contenues dans le Code pénal, qui considère la violence comme une contrainte physique et la menace comme une contrainte psychologique. En conséquence, nous demandons que le terme de contrainte soit rétabli dans la loi, car cette notion permet de tenir compte de nombreuses circonstances, comme la jurisprudence belge et internationale a déjà pu l'établir. Cependant, il faut reconnaître que l'exposé des motifs mentionne l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 décembre 2003, MC contre Bulgarie. Cela dit, l'exposé des motifs, ce n'est pas le texte. Et donc, par souci d'efficacité et de cohérence, nous demandons que cette notion phare soit bien intégrée au texte. Pour terminer ce premier volet, l'approche positive du consentement doit donc être complétée par des modalités d'application tenant compte de la dimension genrée des violences sexuelles, et la mention explicite dans le texte de la contrainte devrait permettre de réaliser l'objectif du texte, une meilleure prise en charge des victimes d'agressions sexuelles et la sanction des agresseurs. Ensuite, concernant la notion d'acte à caractère sexuel, nous souhaitons évoquer la situation spécifique des violences gynécologiques et obstétricales.
Cette problématique a été mise en lumière par de nombreux témoignages de ces dernières années. Et si la loi de 2002 sur les droits des patients requiert que tout examen médical ait lieu avec le consentement libre et éclairé de la patiente, cette loi ici n'est assortie d'aucune sanction pénale. Alors que les victimes d'un examen gynécologique ou obstétrical non consenti et par conséquent violent ne disposent aujourd'hui que d'un recours très limité pour faire reconnaître par la justice l'atteinte à leur intégrité sexuelle. Bien sûr, le Code pénal interdit tout acte à caractère sexuel non consenti, et ce caractère sexuel de l'acte peut être déterminé de deux manières, soit par la nature sexuelle de l'acte, soit par l'intention sexuelle de l'auteur. L'élément sexuel peut donc être pris en considération de manière objective sur base des normes et en cours en matière sexuelle, ou de manière subjective en prenant en compte la motivation sexuelle de l'auteur de l'acte. Dans la mesure où un examen gynécologique ou obstétrical vise par essence les organes sexuels féminins, il y a lieu de considérer qu'un tel examen peut, au-delà de l'acte médical, être considéré comme une agression sexuelle s'il n'y a pas eu consentement préalable et que la patiente ressent que quelque chose ne va pas dans cet examen médical, qu'elle se sent agressée alors même qu'elle est dans une position vulnérable physiquement, mais aussi moralement, face à l'autorité du médecin. Si l'objectif de ce projet de réforme est bien de protéger l'intégrité sexuelle, il n'y a aucune raison d'exclure ces violences du champ d'application de la prévention de viol, étant entendu que de telles pratiques avérées constituent bel et bien une atteinte à l'intégrité sexuelle des patientes, comme plusieurs procès l'ont démontré ces dernières années. Il nous paraît qu'une incohérence dans le texte serait alors à mettre en lumière, car l'exclusion systématique des actes commis dans un contexte médical, comme semble le suggérer l'exposé des motifs, page 29, rendrait inopérant le facteur aggravant tiré de la fonction de médecin ou de professionnel de santé, pourtant prévu par le projet de réforme. La deuxième thématique que nous souhaitons aborder est celle de la prostitution. Comment aussi ici faire l'impasse sur l'inégalité devant le risque de devoir se prostituer si l'on est un homme ou une femme? Et bien entendu aussi dans toutes les circonstances où l'orientation ou l'identité sexuelle sont en but à une réprobation ou une méfiance dans la société. Le Conseil des femmes tient à rappeler qu'une approche genrée de cette problématique est indispensable. L'impact de cette législation sur les femmes sera beaucoup plus important puisqu'elles sont les premières touchées par les situations d'exploitation sexuelle. À l'origine, le problème réside évidemment dans la précarisation des femmes et que l'on ne vienne pas nous vanter les mérites de l'autodétermination par la prostitution. Si c'était le cas, il y aurait autant d'hommes que de femmes qui y auraient recours et ce n'est pas le cas. Parler comme cela, c'est s'aveugler sur des parcours de vie chaotiques, fracassés. C'est aussi participer à une acceptation collective que le corps des femmes est un objet qui peut être commercialisé, que les femmes sont là pour satisfaire sexuellement les hommes. La vraie question, c'est pourquoi sur 23 000 personnes prostituées en Belgique, plus de 80% sont des femmes, voire des filles. Ce que confirme une étude de la Fédération Wallonie-Bruxelles en ces termes. En Belgique, on estime que parmi les personnes qui se prostituent, 80% seraient des femmes, 15% des transsexuels et 5% des hommes. Ces chiffres correspondraient donc, dans la tranche d'âge 20 à 50 ans, à environ une femme active sur 100. 70% des personnes prostituées, continue l'étude, souffrent de stress post-traumatique. Donc le rapport souligne que les femmes, les prostituées, sont souvent victimes de mauvais traitements et de violences de toute nature. Ce n'est pas une surprise. Mais si ce métier était un métier comme les autres, il attirerait donc plus ou moins autant d'hommes que de femmes. Or, cette disproportion nous démontre bien que ce métier est genré et concerne majoritairement les femmes et, on l'a entendu, aussi les filles. La raison majeure est l'argent. Pour certaines, c'est le dernier recours pour en gagner et ce n'est pas un choix. Il est souvent en plus contraint par ceux qui les exploitent. Ce n'est pas un choix parce que le besoin d'argent est lui aussi le résultat de discriminations qui s'accumulent sur la plupart des femmes dans notre pays tout au long de leur vie. En termes de pauvreté, en Belgique, 2 personnes sur 3 en situation de pauvreté individuelle sont des femmes. J'évoquais le cumul des discriminations sur le plan socio-économique et la pauvreté qui en découle. À cela s'ajoute que d'après Eurostat, l'exploitation sexuelle est le motif principal, 62%, de la traite des êtres humains en Europe. Les interventions précédentes l'ont d'ailleurs largement détaillé. La disproportion déjà soulignée est ici quasi la même, puisque les victimes de cette exploitation sexuelle transfrontière sont à 96% des femmes.
Et malgré l'intensification des efforts fournis au niveau international et européen pour lutter contre cet esclavage sexuel, il est en recrudescence et concerne très majoritairement des femmes, mais aussi des enfants. Le Parlement européen le souligne, des liens étroits sont avérés entre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et ce que l'on appelle maintenant l'industrie du sexe, une sémantique qui vise à en minimiser le caractère intrinsèquement violent. La volonté du gouvernement est louable, sans doute, d'octroyer un statut aux travailleurs du sexe et de décriminaliser leurs activités. Mais comme de nombreux autres intervenants, nous nous interrogeons sur l'impact de cette législation sur les situations concrètes des personnes en situation de prostitution. Sur le plan technique, il me semble que les mesures proposées, ainsi que l'esprit qui les sous-tend, à savoir une libéralisation de la prostitution, qui deviendrait un acte commercial, certes à encadrer, mais qui relèverait principalement d'une liberté individuelle, ces mesures sont comme des arbres qui cachent la forêt. Les balises envisagées pour faire échec à l'exploitation dans le cadre de la prostitution ne tiendront pas le coup face à l'ingéniosité et au pouvoir des trafiquants et des proxénètes. La pratique a déjà démontré leur faculté à contourner le cadre de la loi, alors même que celle-ci était plus restrictive. Deux exemples démontrent les limites de ce projet de réforme, ainsi que les risques qu'il fait courir aux victimes de l'exploitation sexuelle en contradiction avec les objectifs avancés. Le premier, c'est le contrôle de la publicité pour s'assurer que la personne se prostitue pour son propre compte. Comment le vérifier? Aucune balise, aucun moyen réel de contrôle. Une autre personne pourrait très clairement publier une annonce en identifiant une personne prostituée, en mettant son numéro de téléphone sans accord de celle-ci. Le projet envisage que les personnes soient salariées. Dès lors, un employeur pourrait mettre une annonce sur un site Internet avec un catalogue, etc. Ce moyen est pour nous inapplicable, totalement insuffisant pour garantir que l'acte de prostitution soit dégagé de toute ingérence, influence, contrainte, domination, etc. Et c'est pareil pour la notion d'avantage anormal, comme il a été rappelé ci-avant. Considérer qu'il y aurait un avantage normal et un avantage anormal de la prostitution, c'est déjà problématique, car dans l'esprit d'autonomisation de la personne prostituée, personne d'autre qu'elle ne devrait bénéficier d'aucun avantage, c'est-à-dire aucun pourcentage ni rétribution sur les services sexuels prestés. Au-delà de ça, cette recherche d'un avantage ou profit financier anormal serait laissée à l'appréciation du juge. Or, nous le savons, le monde judiciaire reste encore peu formé à la réalité de la prostitution et aux violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Nous sommes donc inquiètes quant à la faculté du monde judiciaire, une fois cette loi votée, de décider de ce qui relèverait d'un profit anormal de la prostitution. Nous demandons donc au plus vite des formations sur les violences, la prostitution, l'exploitation sexuelle, la traite et le trafic des êtres humains, des formations continues pour le personnel en place et parallèlement des formations dans les cursus classiques du monde judiciaire. Le contexte national et international, ainsi que les connaissances sur les mécanismes à l'œuvre dans ces systèmes, notamment mafieux et brassant des sommes astronomiques, sont indispensables pour pouvoir juger en toute connaissance de cause. Pour conclure, sur la prostitution, nous considérons que, sous couvert d'offrir une protection sociale aux personnes en situation de prostitution, cette réforme légalise la prostitution et abandonne l'immense majorité des personnes prostituées aux trafiquants et proxénètes. Sur le volet protection sociale, nous nous étonnons que l'avis du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes numéro 156 du 10 décembre 2020, relatif aux droits sociaux des personnes prostituées, n'ait pas été pris en compte vu qu'il détaille les différentes procédures activables pour bénéficier actuellement de cette protection sociale. Absoudre les proxénètes, comme le prévoit le texte, de toute infraction d'exploitation si certaines conditions dont nous avons pointé l'inefficacité sont réunies, relève du vœu pieux. Si le texte était voté en l'état, ces délinquants et exploiteurs auront de bons jours devant eux. Et si la dimension genrée du problème n'est pas suffisante pour vous en convaincre, peut-être que vous changerez d'avis quand vous aurez pris conscience des risques que tout ceci fait peser sur les enfants. Les professionnels de terrain en Belgique et ailleurs sont tous d'accord. La prostitution des mineurs est en augmentation. En juillet dernier, le rapport du groupe de travail gouvernemental français chiffre cette augmentation avec un essor de l'ordre de 70% en 5 ans. La marchandisation des corps n'épargne pas les plus jeunes, qu'ils soient migrants ou non. S'agit-il du modèle de société que nous, que vous, parlementaires,
prôner et souhaiter transmettre aux générations futures. Une jeune fille pubère est-elle un objet de consommation et une femme plus mûre, désargentée, est-ce plus acceptable? Légaliser la prostitution n'est pas la solution, c'est au contraire ouvrir la porte à tous les abus. L'offre stimule la demande et nous ne voyons pas comment les mesures préconisées par ce texte pourraient prétendre à enrayer ce phénomène plutôt qu'à le combattre. Aucune législation n'est aujourd'hui parfaite, c'est certain, la question est complexe. Mais si la loi concernant la prostitution doit être modifiée, elle ne peut l'être en augmentant les risques de violence et d'exploitation. Les risques que cette réforme contient doivent faire l'objet d'une analyse plus approfondie en tenant compte, entre autres, des recommandations européennes, comme celles qui étudient précisément l'exploitation sexuelle et la prostitution, ainsi que leurs conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes, recommandations de la DG Droits des citoyens qui datent de 2014, mais restent d'actualité. Nous aurions évidemment préféré pouvoir saluer uniquement des avancées contenues dans ce texte, mais nous voulons insister sur cet impératif. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le Code pénal doit être au cœur des dispositifs. À cet égard, nous voulons aussi souligner, pour terminer, la contradiction entre cette réforme et le plan fédéral Gender Mainstreaming adopté il y a à peine 4 mois. Ainsi, dans ce plan, il est indiqué que les politiques adoptées par le gouvernement doivent intégrer la dimension de genre, en ce compris la question des violences de genre. De plus, le plan prévoit d'accorder une attention particulière à l'analyse d'impact de la réglementation établie par la loi du 15 décembre 2013, portant des dispositions, dans son thème 3, relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'actuel ministre de la Justice s'engageait ainsi à prioritairement intégrer la dimension de genre, notamment dans la réforme du droit pénal, du droit de la procédure pénale et le droit de l'application des peines, ainsi que dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des êtres humains. En contradiction avec les statistiques et les déclarations même du ministre, le projet ne tient pas compte de l'impact disproportionné qu'il aura sur les femmes et les filles, principales victimes des inégalités de genre et des violences sexuelles. C'est une occasion manquée de pouvoir faire évoluer la société et de moderniser l'arsenal pénal en vertu de l'article 10 de notre Constitution qui consacre, je vous le rappelle, cette égalité entre femmes et hommes. Nous sommes donc particulièrement étonnés de constater que malgré ces bonnes résolutions, les réponses données à cette analyse d'impact du texte affirment que le pourcentage d'hommes et de femmes visés par l'avant-projet n'est pas connu. Aucune différence n'est identifiée entre la situation respective des femmes et des hommes en matière de droit pénal sexuel, ce qui est un comble. Si la réforme du droit pénal en matière d'infractions sexuelles refuse d'emblée de reconnaître l'impact spécifique de ces violences sur les femmes et sur les mineurs, elle manquera son but et elle enverra un message clair de laisser faire aux proxénètes. Pire, elle manquera à ses devoirs de protection envers les victimes dans un état de droit. Ces agressions sexuelles sont spécifiques car elles font partie d'un continuum de violences qui sont structurelles, héritage séculaire d'une société fondée sur la domination des hommes sur les femmes. Nous n'en sommes pas responsables, mais nous sommes comptables de ce que nous allons faire aujourd'hui. Si le Code pénal doit être neutre et donc que la notion de genre ne peut y être intégrée de manière explicite, il doit alors être complété par d'autres instruments qui doivent tenir compte de ces situations spécifiques. Le droit de la procédure pénale, la politique criminelle, les circulaires du Collège des procureurs généraux, ainsi que des projets pilotes pour améliorer l'application de la loi pénale. Nous demandons donc instamment que ces mesures additionnelles fassent l'objet de toute l'attention des pouvoirs publics pour pallier les limites de cette réforme du Code pénal et de ces points aveugles si le texte était voté en l'état. En conclusion, le Conseil des femmes francophones de Belgique souhaite vous poser à chacun et chacune une question. Quel est le modèle de société que vous voulez transmettre aux générations futures? Une libéralisation de la prostitution qui dit aux plus jeunes « se prostituer, ok, pourquoi pas ?» C'est une façon comme une autre de gagner de l'argent. Tu n'as pas de copine ou elle ne fait pas ce que tu veux, pas de souci, tu peux acheter un service sexuel chez une autre. Et si cela devient la norme, que penseriez-vous d'une société où nos petits garçons, eux aussi, par manque de travail ou de salaire suffisant, se mettraient à faire le trottoir et à vendre des prestations sexuelles? Dans le même temps, la réforme, dans son volet ambigu sur la majorité sexuelle, leur envoie à ces jeunes un message à l'opposé, puisque les relations sexuelles seraient désormais considérées d'abord comme des infractions, même entre adolescents d'une même classe scolaire. Cette criminalisation de la sexualité des jeunes, déjà peu outillés dans leur découverte de leur corps, de leurs relations, de leur épanouissement, est un non-sens.
Les partis au gouvernement, qui sont pour certains aussi en charge de ces questions au niveau régional et communautaire, ne peuvent laisser les choses en l'état. Mais c'est un autre enjeu qu'il est impératif de rencontrer et qui peine à se concrétiser depuis plus de 50 ans. Je vous remercie pour votre écoute et espère que vous serez réceptifs aux éléments que nous avons tenu à partager avec vous. Nous restons bien entendu à votre disposition aujourd'hui et quand vous le souhaitez pour tout éclaircissement ou information complémentaire. Merci beaucoup.